Alright, j'en vois déjà qui sont en train de se foutre de ma gueule parce que je vais parler de trucs de chasse à la gélinote. Tu sais, je peux les comprendre. On n'est pas en train de parler de techniques de chasse à l'orignal, de faux grattage au chevreuil ou whatever. On parle de chasser une poule. Mais au-delà de l'image de la perdrix sans dessin qu'on retrouve dans plein milieu du chemin de Gravel, il y a quand même quelques trucs qui sont importants de savoir puis qui m'ont aidé à m'améliorer au niveau de la chasse à la poule. Puis parlant de poule, si on fait une petite overview de ce qu'on a au Québec, on a une facile du nord, on a la pas pire du milieu, puis la farouche du sud. C'est quoi la différence? La facile du nord, là, on voit des pelotons de 15-20 perdrix ensemble dans un chemin de garnotte. Ça ne sait pas ce qu'ils font là, mais ça attend. Versus au sud, la farouche du sud, où on a une perdrix qui est cachée dans le fond du sale. Elle a entendu une branche craquer quelque part dans le début de la trail. La chienne y a pogné, elle s'est sauvée. Vous n'avez jamais eu de visuel, vous l'avez entendu sauver, mais c'est tout ce que vous allez avoir entendu de votre journée. C'est un peu l'autre réalité qui se produit aussi au niveau de la chasse à la perdrix. Puis moi, j'ai comme la chance de me trouver avec la pas pire du milieu, qui, la perdrix, elle aime pas ça que tu sois là, mais elle aime bien ça être où ce qu'elle est pour vivre sa vie de perdrix. Fait que ce qu'elle va faire, c'est soit deux choses, faire la mimique ou essayer de se tasser tranquillement pour s'éloigner un peu de la menace qui s'en vient. Mais au final, ça nous amène à un challenge, ce style-là. Puis c'est un peu ce style de chasse-là que je vais discuter avec vous autres. Fait que, pour chasser la pas pire du milieu, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'y aller seul. Puis là, c'est correct d'aller à la chasse avec une gang de chums, avec un chum tout court, whatever. Dans le fond, là-dedans, c'est que si vous y allez seul, vous ne serez pas dérangé par votre chum de gars ou votre chum de fille qui envoie une, puis finalement c'est une souche, ou bien vous ne serez pas porté à engendrer une discussion avec vos chums. Donc, vous allez être seul avec vous-même, c'est plus facile pour la concentration, puis vous allez être plus alerte, plus à l'écoute aussi de ce qui se passe autour de vous autres, puis si votre but c'est de vous améliorer au niveau de la chasse, ben, y aller seul, c'est le meilleur cadeau que vous ne pouvez pas vous faire pour commencer et vous améliorer pour la chasse à la perdrix. Ensuite de ça, c'est de marcher aussi dans les chemins. Si vous passez votre temps assis sur votre 4 roues ou derrière votre volant de char, puis que vous débarquez juste quand vous envoyez une dans le chemin, vous augmenterez pas vos skills de repérer les perdrix qui sont dans le bois. C'est facile de voir une silhouette d'une poule en plein milieu d'un chemin de garnotte. Puis là, je suis pas en train de bâcher ceux qui vont chasser presque en patrouille. Il y en a qui ont de la misère à marcher dans le bois. C'est correct de rester et d'être juste en patrouille. Puis il y a des journées qu'on fait le plus large que d'autres. Puis ça nous tente moins de se forcer, I guess. Fait qu'on reste plus derrière notre volant, ce qui fait qu'on brûle du gaz puis on tire des poules. Mais au-delà de ça, marcher dans le bois, rentrer en forêt, c'est un trip en soi. Puis ça va vous permettre d'être capable de repérer le plumage, la démarche, le pattern d'une perdrix qui est dans le bois. Puis ça prend de l'exposition. Puis c'est pas derrière votre volant de char que vous allez réussir à augmenter ces capacités-là. Ensuite de ça, quand vous marchez dans un sentier, c'est important de regarder entre 10 et 11 heures, puis 1 heure et 2 heures. Fait que quand vous marchez dans le trail, regardez dans ces corridors-là devant vous, va vous permettre de voir les perdrix, justement, qui sont pas trop à l'aise que vous soyez là, mais qu'elle aime bien ça où qu'elle est, fait qu'elle va juste marcher pour s'éloigner du bord du chemin, question de juste être un petit peu plus loin de vous autres, mais vous autres, vous allez être capable de environ prédire où est-ce que la poule va pouvoir se trouver, puis avoir une shot avant qu'elle réussisse à se sauver. C'est pas tout le temps ça ce qui se passe, mais en général, ça donne un bon avantage de savoir qu'une poule pas loin, puis qu'elle peut se trouver dans un certain angle de tir. Ensuite de ça, le retour. Une fois que vous avez fait votre chemin au complet, que vous êtes en train de revenir, ça c'est une erreur que je vois énormément souvent. Les gens pensent que c'est fini, il n'y en avait pas en y allant, fait qu'il n'y en aura pas en revenant. En réalité, il y a bien des poules que vous avez sûrement jamais vues en y allant, parce qu'elle était derrière un sapin, elle faisait le piquette sur une souche. Puis en revenant,
l'angle de vue est complètement différent parce que là, on sait plus les sapins ne cachent plus les mêmes choses. Fait que quand on revient, des fois, c'est là qu'on peut faire face à des poules qui étaient juste simplement cachées, qu'on n'a jamais vues dans notre allée, mais qui sont carrément là en redescendant. C'est sûr qu'on peut aussi croiser ceux qui avaient une routine matinale puis que ça a donné qu'on les a croisés en descendant. Ça aussi, c'est possible. Mais d'assumer que rien, puis de redescendre, ça va causer des frustrations. Ça m'en a causé une gang. On se fait avoir, puis il nous décolle d'en face, puis c'est just too bad. On a manqué notre shot, puis on s'en veut pour une coupe de marche encore. Fait que le chemin du retour, il est aussi bon que le chemin qu'on a pris pour y aller. Après ça, connaître le biotope, connaître la végétation autour. Un truc que je vous amène à faire, quand vous tirez des poules, videz leur jabot, regardez ce qui se trouve là-dedans. Vous allez voir que les gélinotes préfèrent les feuillus versus les tétras qui vont préférer le résineux. Mais, somme toute, vous allez voir aussi peut-être, ils se nourrissent, ils prennent des petits fruits dans certains cas, les petits fruits rouges, là, je pense c'est du pimbina, je ne suis pas sûr si c'est le vrai terme. Bref, on peut retrouver de ça dans les jabots. J'ai retrouvé des coccinelles, peu importe. De toute façon, des coccinelles, je veux dire, un spot à coccinelle, c'est rare qu'on trouve ça. Mais ce que je veux vous amener à faire là-dedans, c'est de connaître ce que l'animal aime se nourrir. Parce que quand vous allez arriver en forêt, vous allez arriver dans ce style de forêt-là, comme les espèces de fougères, là, vous allez comprendre que ça se peut qu'il y ait de la poule dans le coin. Des jeunes forêts mixtes, ça aussi, c'est propice pour la poule, surtout en début de saison. Versus, mettons, une place de résineuse que l'on va se dire, ben, c'est plus propice pour le tétra. Ça ne garantit pas que, il y a du sapin, fait que c'est sûr qu'il n'y a rien que des tétras ici. Au contraire, la poule, elle aime bien ça aussi se cacher sous les sapins. Par contre, il reste que les endroits où c'est beaucoup plus garni en résineux vont être propices à ce qu'il y ait plus de tétras dans ce secteur-là. Fait que connaître ça aussi, ça a son pesant d'or. Ensuite de ça, connaître votre territoire, ben c'est plate, mais il n'y a rien de mieux que de brûler du gaz pour apprendre les limites de votre territoire de chasse, ce qui s'y trouve comme végétation là-dedans. Puis ensuite de ça, vous allez finir par avoir des spots qui sont, vous allez vous dire, crime, c'est plus propice pour la perdrix ici. Ben, ces spots-là, gardez-les en tête, parce qu'en réalité, si c'est propice pour une perdrix, c'est propice pour un autre perdrix, puis c'est propice pour un autre perdrix. Ce qui veut dire que s'il y a des spots que vous avez souvent tués, il y a des chances qu'il y en ait encore dans le coin. C'est sûr que si on tue tout ce qui se trouve sur place, on va finir qu'il n'y aura plus jamais rien. Par contre, si on chasse de façon responsable, c'est des spots qui s'entretiennent, c'est des spots qui valent la peine d'être gardés en mémoire. Donc, les spots à perdrix, ça vaut la peine. Ensuite de ça, ça revient un peu avec ce que je viens de vous dire, mais il y en a toujours une de plus. Puis ça, c'est une erreur flagrante que je vois à tout bout de champ sur tous les chasseurs avec qui j'ai été à la chasse. Ils voient une perdrix, ils attirent, sont tout fiers, tout contents, ils la pognent, ils la mettent dans leur gibassière, puis ils continuent de chasser. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on vient d'en tirer une qu'il n'y en a pas autour, là. Tu sais, souvent, là, je veux dire, imaginez-vous, là, vous êtes 7 perdrix, là, il y en a une qui est dans le chemin, toute heureuse d'être dans le chemin, pow! Plus de tête tout d'un coup. Ça te fait-tu pas figer, ce bout-là? Eh non, c'est sûr, là, les 6 perdrix, ils capotent, là. Ils bougent plus, puis watch qu'est-ce qui se passe. C'est pas normal que Claude, il ait plus de tête. Fac, ça, c'est une erreur. Le gars pogne Claude, il met Claude dans la gibassière, puis il s'en va. Il y avait 6 autres perdrix autour, il les a jamais vus. Donc, je vous le dis, si vous en tirez une, prenez le temps de faire le tour des deux bords du sentier. Ça vaut la peine de rentrer un peu dans le bois pour aller voir. Tu sais, il y en a-tu d'autres? Y a-tu quelque chose qui se sauve autour? Bien souvent, plus souvent qu'autrement, il y en a, puis vous allez faire une belle chasse là-dedans. Rendu là, c'est une question d'éthique. Puis c'est à vous de décider, ça vous tente-tu de flusher 4-5 perdrix dans une couvée ou d'en tirer quelques-unes puis de laisser les autres avec la vie sauve. Personnellement, je me suis limité à 2. Quand je tombe dans une couvée, j'en tire 2, j'arrête. Si jamais j'en vois un autre, je la pointe du doigt puis j'ai dit qu'elle se sauve. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de la chasse. Je trouve ça le fun de... Bon, ok, je suis en train de m'égarer avec ça, mais ce que je suis en train de dire, c'est que je veux pas flusher puis tirer une famille au complet de perdrix. Au contraire, surtout tôt en saison, je préfère qu'ils aient leur chance. Fait que j'en ramasse 2. De toute façon, la journée est belle, puis même si je finis avec ces 2-là au bout de la journée,
je vais être heureux pareil, je vais avoir une belle journée. Peu importe, rendu là, c'est une question d'éthique. J'ai pas à vous dire comment vous avez à chasser. Le but là-dedans, c'est que vous ayez du plaisir à chasser, puis que vous le faites d'une façon responsable et d'une façon légale. À part de ça, j'ai rien à dire j'ai rien à vous apprendre sur votre façon de chasser, ni de vous imposer ma doctrine. Bref, on va revenir au truc. Donc, toujours une de plus. Un des trucs de base à retenir, c'est facile de tomber dans le panneau, de ramasser Claude, puis de s'en aller. Continuer de chasser en laissant les 6 autres derrière sans le savoir. Bon, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous parler pour là. C'est sûr que j'ai pas fait le tour de tous les trucs, puis il y a plein de monde qui vont commenter plein de trucs qui marchent pour eux autres. C'est bien correct dans le fond, la vidéo se veut informatif pour les gens qui veulent commencer à chasser à la poule. Pour vous faire une petite rétrospection de mon côté, quand j'ai commencé à chasser, là, j'en ramenais à peu près pas. Des fois, j'en ramenais une, j'étais bien content. 2, je capotais. Puis à un moment donné, ça s'est venu. J'en ramenais au moins 2 à chaque fois, puis des fois 3, puis à un moment donné 4, puis 5. Puis à cette heure, quand je vais chasser, j'en ramène au moins 4 ou 5. Ça veut pas dire que pour être un bon chasseur, il faut en ramener 4 ou 5. Vous pouvez revenir les 2 mains vides, puis vous êtes un excellent chasseur. Il ne faut pas quantifier la chasse avec un quota. Récupérer puis tirer une poule, c'est juste une cerise sur le Sunday. Si on n'a pas de cerise, on a quand même un Sunday, il faut comprendre ça. Donc, c'est ça. Ne pas confondre quantité et plaisir, c'est deux choses complètement distinctes. Ensuite de ça, il n'y a pas de méthode de chasse divine. Il n'y a pas une méthode de chasse ultime. Il y en a qui vont dire ouais, ben moi, je peux rien que chasser en char parce que de toute façon, après 15 minutes de char, j'en ai vu 42 poules. C'est correct. Je veux dire, rendu là, c'est une façon de chasser, puis c'est une façon de chasser qui est pas plus noble qu'un autre. Dans le fond, au final, il faut comprendre une chose, qu'on ait tiré notre poule assise sur une roche, perchée, debout dans le chemin ou au vol, elle est morte, ben dans votre assiette. Fait que, je veux dire, de ce rendu là, c'est vraiment une question, avez-vous eu du plaisir quand vous avez été à la chasse? Si c'est oui, votre réponse, pas besoin d'aller chercher plus loin. Vous avez eu du fun, c'est une bonne façon de chasser la poule. Tant que c'est légal, puis que, éthiquement parlant, c'est correct. Encore là, éthiquement parlant, c'est large. Bref, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Sur ce, en espérant que ça vous ait été utile, et adios!